Merci à tous d'être venus ce matin. On va peut-être donner la parole à Vincent-Jacques Le Seigneur qui nous accueille ici à Observer. Quelques mots. Alors, si possible là, oui, signe. Ça aussi, voilà, moi je suis la régie. On est retransmis, on parle de là. en vidéo, donc il vaut mieux être là. Et puis, si vous avez des questions, essayez de vous identifier les uns et les autres. Vous ne serez pas dans le champ de la caméra, ça sera plus sympathique. Oui, juste deux mots pour vous accueillir, pour vous remercier d'être venus chez nous. Observer, certains, même beaucoup, je pense, la connaissent, hein, c'est à la fois un éditeur de presse, on édite depuis une trentaine d'années les principaux magazines du secteur, dans le photovoltaïque, mais aussi dans l'éolien et les énergies renouvelables en général. Et puis on réalise depuis 18 ans, je crois, le baromètre européen des énergies renouvelables, qui est un peu le document de référence avec nos partenaires européens qui sert un peu à tous les acteurs administratifs, chercheurs et industriels. Donc merci Florence d'avoir accepté d'être ici. Merci Madame la Présidente. Et puis juste pour vous annoncer qu'on a décidé avec notre groupe de sortir un numéro spécial de notre revue pour PVSEC. L'idée qui a germé dans nos échanges avec Florence était qu'il serait bien de mettre en avant la filière française. Souvent on se bat la coupe en disant qu'on n'est pas bon, mais en fait, il y a des petites pépites dans notre pays. Une conférence internationale de ce type, c'est aussi l'occasion de mettre en avant les chercheurs, mais aussi des entreprises et des startups du secteur, parce que je pense qu'on avait et on a toujours quelques très beaux acteurs, très belles pépites dans notre pays. Voilà. Merci. Donc c'est notre objectif pour la revue, mettre en avant la filière française. C'est aussi notre objectif ce matin, et c'est pour ça qu'on vous propose donc une réunion avec 4 acteurs. Donc Florence Lambert, qui présidera la conférence qui aura lieu à Marseille du 9 au 13 septembre, et puis qui est directrice du CEA-ITEL, hein, qui est donc un institut de recherche sur les LTE de taille critique et majeure au niveau européen. Daniel Linco, bonjour Daniel, directeur de recherche CNRS, directeur scientifique de l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, qui est un centre de recherche des partenariats avec le CNRS, l'École Polytechnique, Total, EDF, Air Liquide, River, Jobin-Yvon, voilà. C'est ce que j'ai sur ma liste, je vais le compléter. Donc dédié lui aussi à l'énergie solaire photovoltaïque, et plutôt basé en Île-de-France. Philippe Lay, bonjour. Vous êtes directeur général de CM Green Tech, qui est une filiale de CM Technologies dédiée aux énergies renouvelables. Voilà. Et puis Alexandra Stomstek, qui est directrice des relations publiques pour l'Union européenne et puis l'international, pour la société Acquio Énergie, qui développe, finance, construit et exploite des centrales de production d'énergie renouvelable et distribuées dans le monde entier. Donc là, vous aurez compris à travers ce petit tour de table que là, en principe, on a les différentes briques là qui permettraient de couvrir la chaîne de valeur, qui nous permettrait de reconquérir un ensemble au niveau français et européen sur technologie photovoltaïque. Donc je laisse la parole à Florence Lambert en premier lieu. Oui, tout à fait. Je vais vous faire une petite introduction. Donc on a quand même prévu de manière générale des présentations courtes, hein, de sorte à quand même privilégier les échanges tous ensemble. C'est là où on a toujours le test de est-ce qu'on est agile. Donc je ne sais pas faire fonctionner ton vue. Alors il faut appuyer là. Là. Ah oui, c'est un peu du jeu. C'est un peu du jeu. Voilà. C'est le test. On n'est pas toujours habitué. C'était le test. Alors, on peut baisser les rideaux si c'est pas assez contrasté. Là, ça va aller. Voilà. Donc, en tout cas, je suis vraiment ravie qu'on ait cette possibilité de se réunir, hein, donc avec déjà le comité national de la conférence pour pouvoir préparer cet événement, parce que c'est un événement vraiment à caractère international, hein, c'est la conférence majeure du photovoltaïque. Et vous allez voir, je trouve qu'elle se passe à un bon moment, puisqu'on est en train quand même de voir une vraie accélération du sujet solaire, qui n'est pas qu'un sujet, qui est aussi surtout un gros enjeu d'industrialisation. Donc je pense que c'est vraiment un point positif
qu'on puisse aujourd'hui, avec le comité national que vous voyez là, pouvoir échanger vraiment en avance de phase par rapport à ce bel événement qui va avoir lieu à Marseille. Alors vous avez sur ce slide les différents représentants du comité national. Donc vous avez ici présent Philippe Malbranche, voilà, qui du coup est à la fois directeur général de l'INES, mais aussi membre du comité national. Et puis vous avez aussi Daniel qui est partie prenante. Voilà, vous avez différentes personnes et la composition en tout cas de ce comité. Alors pour moi c'est un très grand honneur, hein, c'est vraiment ça a été très émouvant de ma part d'être directrice en tout cas de cette conférence. Moi je suis tombée dans les énergies renouvelables un peu tout petite, hein, puisque j'ai commencé en 96 au CA de Cadarache. Donc à l'époque ma thèse était dirigée par Philippe Malbranche. Et il y a une vingtaine d'années, ma première conférence était justement IUPIVISEC, donc en tant que thésarde. Donc c'est vrai que 20 ans après, de revenir à la fois en tant que présidente de la conférence, mais aussi sur le territoire de Marseille, hein, puisque quand même pour bon nombre de sujets, en tout cas au CER, beaucoup de choses ont commencé sur ce territoire. Donc je trouve que c'est en tout cas une jolie boucle. Voilà, donc et on est ravis. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est quand même de vous dire ce qui se passe au niveau du marché. Et pour moi, quand même, un des points importants que vous voyez sur ces deux courbes, hein, c'est qu'on a certes une vraie envolée du solaire dans le monde. Et là, sur la courbe de gauche, vous voyez les différentes séquences qu'on a pu avoir, hein, avec tout d'abord l'Europe qui était relativement dominante. Ensuite, très vite, un basculement vers l'Asie, qui est parti massivement sur une technologie aluminium BASF. Vous allez voir, je vais y revenir, hein, qui plafonne. Et aujourd'hui, on est en train de voir une vraie diversification du marché. Donc l'Asie, bien sûr, qui pèse, mais pas que. Et c'est ce que vous voyez sur le graphe de droite. Et ça qui est vraiment un signal très important pour nous tous, pour l'Europe et pour la France, c'est que aujourd'hui, l'Europe va représenter 10% du marché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout est possible pour reprendre notre avenir en main. Le marché étant là, et c'est en tout cas un vrai signal de redémarrage. Donc pour moi, ça c'est le premier point vraiment à partager tous ensemble. Et ensuite, au-delà de ça, on est souvent un peu enclin du misérabilisme, hein, à se dire ça démarre, mais ça ne sera pas pour nous. Et en fait, dans les énergies renouvelables aujourd'hui, je pense qu'on a une vraie opportunité technologique globale. Donc c'est le cas pour les batteries, quand on entend parler des batteries tout solides avec des batteries, puisqu'en fait on va changer, on va faire une rupture technologique. Et c'est aussi le cas pour le solaire photovoltaïque, puisqu'en fait la première génération aluminium BASF qui a été vraiment lancée par l'Asie, qui a inondé le marché, vous voyez, est en train de plafonner, de saturer, et va être remplacée par de nouvelles technologies. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, non seulement c'est une opportunité pour faire entrer des nouvelles technologies, et ça veut dire que les usines sur la planète vont se redessiner, et ce qui du coup va probablement réouvrir des opportunités, c'est-à-dire tout ce qui pouvait être déjà rentabilisé en matière de CAPEX, et du coup va être distancé et créer des nouvelles opportunités sur le territoire français et européen. Alors on ne va pas se noyer aujourd'hui sur toutes les générations, hein, mais ce qu'il faut retenir, c'est que je vous ai mis donc, sur la partie gauche la technologie conventionnelle, et aujourd'hui on voit deux mouvements. On voit un upgrade de cette technologie, donc on passe de la LBASF au PERC. Donc, concrètement, en fait, on va changer la fin des procédés d'élaboration des cellules. Donc là, ce sont les premiers mouvements. Et ça veut dire que tous les acteurs qui aujourd'hui étaient déjà massifs sur le silicium vont devoir quand même changer des choses, mais on ne change pas toute l'usine. Et on a l'arrivée de nouvelles technologies qui vont croiser le monde du solaire avec celui de la microélectronique ou des écrans plats. C'est-à-dire qu'on va complètement rebattre les cartes d'un point de vue des process, aller vers des process à la fois plus limités, plus simplifiés et avec une très forte cadence. Et donc là, c'est notamment la technologie hétérojonction qui va servir de base et qui va se voir ajouter différentes couches, hein, notamment tandem, et qui va permettre en tout cas deux aspects, et ça c'est vraiment important de garder les deux, à la fois des plus hauts rendements, dont on entend beaucoup parler, mais toujours à des coûts de production qui vont être rentables. Et
Et c'est pour ça qu'en fait, ça réouvre une vraie fenêtre d'opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, ces technologies-là vont à la fois être performantes, donc vont pouvoir être intégrées facilement par les énergéticiens, mais reconcilier ce monde-là avec celui qui va faire des usines, avec vraiment des coûts et des rentabilités qui vont être aujourd'hui comparables, que l'on fasse usine en Europe, que l'on fasse usine en Chine. Et donc c'est pour ça que ça ouvre vraiment une fenêtre d'opportunité. Et pour moi, c'est un sujet qui est très important parce que, alors, même si au LUTEN, hein, parmi les milliers de chercheurs, on parle beaucoup d'intégration de technologies, de smart grid, de tout ce qu'on veut, il va y avoir un vrai enjeu de modélisation, d'intégration des technologies. Et je pense que si on perd le front de développement de ces technologies, de production de ces technologies en Europe, je pense que l'Europe perdra la bataille de l'énergie. Je ne sais pas si vous avez en tête ce qui s'est passé quand Panasonic a fait son alliance avec Tesla dans le domaine des batteries. Donc Panasonic, à l'époque, avait plus de 160 clients. Donc il a dû pratiquer une politique de choix. Donc en fait, finalement, il a petit à petit coupé tous ses contrats et est passé de 160 à 30 à 40 clients. Et donc tous ceux qui avaient développé leur technologie Panasonic ont été sommés de repartir de zéro, etc. Et bon nombre n'ont pas survécu à ça. Donc je pense qu'il y a un vrai danger aujourd'hui, en tout cas de ne pas se battre sur ce front des technologies. Et puis, comme je vous le montre, donc à la fois arrivée du marché et arrivée de nouvelles technologies, une vraie fenêtre d'opportunité pour l'Europe et pour la France. Alors, justement en France, et pour introduire un peu notre table ronde, donc aujourd'hui, hein, encore une fois, pas de misérabilisme, parce qu'on a des acteurs qui sont importants aujourd'hui dans l'écosystème et qui sont positionnés donc, à la fois sur différents segments de la chaîne de la valeur, donc que l'on parle du volet matériaux, et donc là on va y revenir notamment avec la présentation de CM, hein. Donc à la fois sur le volet matériaux, à la fois sur le volet cellules, donc vous allez voir, on a des secteurs, des technologies, mais aussi complémentaires en matière de calendrier. Donc aujourd'hui, la présentation ECM montrera que justement aujourd'hui, Photowatt est prêt, sur la base de technologie ECM, à mettre en place toute une filière hein, sur cet aspect-là. Et donc l'hétérojonction, ça va être à peu près à 2 à 3 ans pour avoir les premières usines. Donc à la fois, on va avoir vraiment l'ensemble des acteurs sur toute la chaîne de la valeur, mais aussi à la fois les technologies actuelles et les technologies à venir pour garantir une compétitivité long terme. Et je voudrais revenir sur cette notion d'équipementier, parce qu'elle est quand même fondamentale. C'est pas parce que tu es autour de la table. Parce que très souvent, on projette des usines en se disant, bon, d'abord il faut des technologies, après on râle un peu en disant qu'il faut de l'argent, il faut du CAPEX. Mais ce qu'on a oublié, dans tout l'écosystème industriel, c'est qu'il faut des équipementiers qui vont être garants du procédé industriel à un coût objectif. Et ça met un certain temps, puisqu'on fait notre collaboration d'une dizaine d'années, hein, où donc petit à petit on a franchi les différentes tailles de lingots, et donc tout ça, ça se prépare à l'avance. Et donc dans cette perception, en tout cas d'avoir vraiment une opportunité sur le solaire photovoltaïque à venir, donc ce qui va être fondamental, c'est d'avoir justement en France, en Europe, des équipementiers de haut niveau qui vont permettre tout de suite de construire des usines à des coûts objectifs. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc, vous voyez donc, ces deux technologies. Donc, tu présenteras en particulier le volet monolive. Je vais me concentrer un petit peu sur ce sujet d'hétérojonction. Alors, l'hétérojonction, qui traduit plutôt donc, le segment cellule, qui est la technologie, une des technologies qui justement se présente à nous. Et là, simplement sur ce transparent, vous voyez quels sont les temps d'incubation sur l'énergie. Et c'est là où, pour moi, c'est quand même important aussi de partager avec vous, les temps de sortie des technologies pour l'énergie, vous voyez, ça met plus de 10 ans. Et ce n'est pas toujours compatible avec le fait de faire des startups dans son garage. Hein. Donc on est vraiment dans le milieu de l'énergie. Et c'est un des sujets que l'on oublie, parce que la bonne nouvelle des énergies renouvelables, c'est leur hyper rentabilité. La mauvaise nouvelle, c'est leur hyper rentabilité, qui fait que justement, on oublie qu'il faut investir sur le long terme et prévoir les choses, et ne pas rentrer que dans une politique d'achat. Donc vous voyez toute cette histoire du développement en tout cas de la technologie hétérojonction, donc qui a commencé avec la création de l'INES, hein, dans les années 2006. Donc tout d'abord au niveau des concepts,
donc assez vite. Donc ça a été important de s'adosser à un équipementier, hein, encore une fois, pour faire en sorte de ne pas faire qu'une technologie de laboratoire, mais pour faire une technologie qui se projette déjà dans un monde industriel. Et puis ensuite, l'année dernière, nous avons eu ce lien avec Enel, qui a décidé de construire cette première usine de solaire photovoltaïque hétérojonction en Europe. Donc vous voyez, hein, ce n'est pas qu'une projection de ma part, ça se réalise réellement. Et donc avec le lancement de 200 MW issus de la technologie sur la base de cette technologie hétérojonction, donc à Catane en Italie. Donc 200 MW, le ramp-up se passe très très bien et ils sont d'ores et déjà à plus de 22% en tout cas au niveau de la technologie. Mais c'est quand même important parce que vous voyez, il faut vraiment soutenir les temps longs dans l'énergie. Je pense qu'il y a un vrai leurre de se dire on va faire une start-up et ça y est. Et je pense que c'est important et c'est l'association de tous les acteurs. Donc le CEA dans ce contexte au travers d'Inès qui a été le gardien du temple pour maturer la technologie et qui petit à petit s'est adossé à tout un tas d'écosystèmes industriels pour pouvoir vraiment monter l'échelle de maturité, donc sortir du laboratoire, travailler dans un milieu de ligne pilote pour vraiment se projeter dans ce milieu industriel et vous verrez une photo un peu plus loin, avec le démarrage de la première usine de 200 MW au niveau de l'Enel. Donc là, on a vraiment traversé ce qu'on appelle en recherche technologique la vallée de la mort, et qui est quand même pas évidente parce qu'il faut... la technologie n'est pas prête, donc on pressent qu'elle a du potentiel, mais il faut quand même petit à petit en vérifier vraiment toutes les valeurs, qu'elles sont en matière de performance ou en matière de coût de production. Et donc c'est par cet intermédiaire de ligne pilote qu'on a réussi vraiment à aller jusqu'à la première aventure en Europe. Et là, ce qu'on peut vraiment dire, c'est qu'aujourd'hui, des discussions sont très actives là, sur le territoire français pour pouvoir faire un parallèle sur cette technologie hétérojonction. Alors, on a fait tout un tas de records, hein, même si j'aime pas trop les records, parce que les records, c'est parfois toujours très confusing. Mais donc, vous voyez, là, je vous l'ai mis plutôt déjà à l'échelle. Je ne maîtrise pas bien les simulations. Voilà, donc à l'échelle des modules. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, là, ce qui est présenté sur ce slide, ce sont vraiment des records mondiaux. Hein. Donc, qui, encore une fois, pas de misérabilisme. On est en matière de spot d'innovation, et Daniel parlera également de ce qui est fait sur l'IPBF, en matière d'innovation en France, on est vraiment au meilleur rang mondial, que l'on compare par rapport aux États-Unis ou par rapport aux meilleurs asiatiques. Hein. Donc voilà, tout ça est prometteur, et les records c'est bien, mais le faire dans un univers industriel de ligne pilote, vous le voyez, hein, même si c'est un peu flou. Donc vous voyez, les laboratoires que vous avez à Inès, ça ressemble à ça. Ça ressemble plus à une unité de fabrication qu'à un vrai laboratoire avec une paillasse et une hotte. Mais c'est ça qui permet vraiment de dérisquer, de traverser cette vallée de la mort, de travailler au sortir des premiers résultats de laboratoire tout de suite à l'échelle 1 avec l'équipementier et de faire en sorte de dérisquer l'usine. Et c'est pour ça que quand on décide avec Enel de faire la première unité de 200 MW, et finalement il s'écoule juste un an pour connecter les équipements et arriver aux objectifs de 22% en production. Donc ça, c'est vraiment un modèle qui permet d'aller beaucoup plus vite sur les transferts de technologie. Et bon, vous voyez, là, quand on parle de résultats, la moyenne, elle se produit à l'échelle du million de cellules, hein, parce que dans nos laboratoires, donc, on fonctionne sur plusieurs équipes. Et donc, vous voyez, on fait vraiment des échantillonnages à l'échelle du million de cellules, hein, avec plus de 150 000 cellules qui sont réalisées par an, faire en sorte d'être au meilleur cadre industriel. Et vous voyez, être serein pour dire quels sont les coûts de production qui derrière vont être visés. Ils sont effectivement très bas. Donc, vous voyez, 24 centimes d'euros le watt. Donc, sachant que là, on tutoie vraiment les meilleurs coûts mondiaux en conjuguant en plus une augmentation des rendements. Et ce n'est pas fini parce que derrière l'intérêt aussi de la technologie, c'est non seulement de pouvoir donc, démarrer très vite avec des équipements éprouvés, mais c'est derrière d'avoir une vraie courbe de progression qui va se passer à différents niveaux. Tout d'abord, continuer à augmenter les rendements en augmentant encore la cadence, en tout cas des équipements. Donc c'est ça la feuille de route que l'on a derrière, sachant que dans cette feuille de route,
Et c'est là où on est aussi dans un cercle vertueux en regardant toute l'analyse du cycle de vie. On vise également un amincissement du silicium. Donc ça, c'est regarder également pour faire en sorte que du coup, à la fois la dépendance sur les matières dès le départ soit intéressante, et on regarde également la recyclabilité de cette technologie. Voilà. Alors, simplement, pour remettre dans un paysage global, donc, vous voyez, le marché va peser en Europe, donc on peut en attendre beaucoup de choses. C'est formidable, les technologies reviennent. Pour moi, il y a une deuxième révolution, enfin au-delà de la révolution technologique qui est en train de se mettre en place au niveau du solaire. C'est ce que vous voyez, en tout cas, dans l'ensemble de ces usages que j'ai collectés. C'est ce qu'on appelle le photovoltaïque en bon français everywhere, où c'est l'utilisation du photovoltaïque dans tout un tas de surfaces ou la fonctionnalisation. Donc y compris le solaire flottant, mais j'imagine qu'Alexandra, tu en parleras. Ça peut être la route solaire, alors qui pour moi n'est surtout pas une filière énergétique. Quand on fait la route solaire, c'est pour utiliser les surfaces, pour pouvoir faire des signalétiques, de l'éclairage. Et donc pour moi, on rentre vraiment dans ce cas de figure. C'est ce qu'on discute de plus en plus avec les constructeurs automobiles qui aujourd'hui vont à la chasse aux watts, en tout cas, et qui, de manière de plus en plus sérieuse, hein, c'est pas juste chic, dans la catégorie premium, mais commence à couvrir les voitures de panneaux solaires pour au moins gratter quelques watts sur l'utilisation, l'usage à bord, etc. Et puis c'est aujourd'hui toute l'aéronautique qui est confrontée à un vrai sujet de gestion de l'énergie, et dans ce contexte, le solaire peut contribuer. Et bien sûr, dans les surfaces, il ne faut surtout pas oublier ce qui va être intégré dans les bâtiments, et qui voit l'arrivée de nouveaux acteurs dans le domaine du solaire. Donc aujourd'hui, on voit les Bouygues, Vinci, etc., commencent à regarder le fait de pouvoir utiliser les surfaces passives, les façades, et du coup les électrifier, notamment bien sûr avec du solaire photovoltaïque, et tout en changeant des modèles économiques, en imaginant notamment des concessions sur des parties de façade. Donc ça, c'est important. Et puis, je terminerai presque par ça en disant que deuxième révolution photovoltaïque et everywhere, sachant qu'un des points que l'on regarde de côté innovation, c'est bien sûr de rentrer dans une gestion globale de l'énergie, donc avec du photovoltaïque qui est produit, soit en centrale, soit intégré, qui va se mettre en lien avec du stockage, qui est un des sujets que nous couvrons beaucoup au CEA, à la fois autour des batteries et de l'hydrogène, qui va rencontrer le réseau, parce que je suis vraiment convaincue que le gros atout va de faire rentrer, en tout cas, la gestion des véhicules en bidirectionnel, et qui vont contribuer, en tout cas, au lissage des réseaux. Nous avons déjà fait des études sur ce sujet qui montrent, et ça c'est très propre à la gestion des technologies lithium, que finalement, il peut même y avoir des bénéfices si on se met dans la zone de confort du lithium. Donc on arrive le soir chez soi, on est quand même encore à un état de charge élevé, on décharge un tout petit peu à la demande du gestionnaire de réseau. Finalement, et c'est contre-intuitif, ça peut même être bénéfique pour le stockage. Et donc vous voyez, on est en train vraiment massivement de basculer dans une logique de flux énergétique dans lequel on va avoir une vraie convergence entre les réseaux d'énergie et la mobilité. Donc c'est pour ça que pour les chercheurs que nous sommes, je crois que le monde est en train de s'inventer un peu devant nos yeux et on est quand même assez ravis. Avec quand même beaucoup de technologies, c'était quand même ce que je veux vous dire, avec de notre côté donc, au moins deux aspects, le fait de faire tout ça pour avoir vraiment des retombées économiques, d'écosystèmes français, européens. Tout ne se fera pas au niveau français, parce que dans bon nombre de sujets, on sera plutôt des tailles de gigafactory, mais nécessitera de faire des alliances, soit franco-allemandes, soit franco-italiennes. Et tout ça, l'idée, c'est de pouvoir générer des nouvelles filières créatrices d'emplois, et avec aujourd'hui un vrai front de collaboration des acteurs de R&D, donc l'INES, avec notamment l'IPVF, qui est l'institut également sur le solaire. Voilà, et juste en petit clin d'œil, mieux qu'un laboratoire, un bateau volant, enfin un bateau un laboratoire navigant, j'y arrive. Et qui est du coup l'exemple des technologies qui ont été développées par le CEA, puisqu'on a été contributeur, pourvoyeur de technologies de cette vieille aventure. Et justement, les cellules hétérojonction sortent du laboratoire et recouvrent le bateau, comme vous pouvez le voir. Voilà, merci.
on a compris que toutes les questions seront à la fin, Oui, c'est ça, mais bon, on sauf est si quand même vraiment informel. il y a quelque chose qui vous brûle les lèvres, mais sinon on va faire les 4 présentations et puis on discutera après. Donc Daniel Linco de l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, CNRS. Oh là là, c'est impressionnant. Je suis scotché. Il y a une petite feuille qui circule là pour les participants. Là, je vous ai en bout de table pour que je la récupère à la fin de la réunion. Merci. Alors, en fait, on est très complémentaires, en fait, parce que la conférence photovoltaïque européenne, c'est une conférence à la base de recherche. C'est-à-dire qu'elle est issue à partir de 1977, donc il y a quand même quelques années, c'est la 36e, je crois. Et donc, elle naissait de la volonté de faire en sorte que les chercheurs se structurent, travaillent ensemble pour faire émerger un domaine qui avait besoin de façon très nette sur le spatial, parce que le photovoltaïque, c'est d'abord l'industrie spatiale. Il n'y aurait pas les petits robots sur Mars, etc. Il n'y aurait pas la station internationale. Il n'y aurait pas eu Vanguard en 58 s'il n'y avait pas eu le photovoltaïque. Donc, c'est un monde qui est très très fortement lié à la recherche et le besoin très rapidement d'aller vers du photovoltaïque distribué au niveau de finalement venir sur Terre, à des coûts qui effectivement étaient pour l'époque complètement prohibitifs. Donc la présentation que je vais vous faire, c'est voir un état des lieux, des enjeux et des visions de la recherche amont, montrer que c'est vraiment une chaîne de valeur et l'importance également de la conférence de Marseille qui, pour moi, se situe à un moment décisif de l'évolution du domaine du solaire, on en a parlé. Pourquoi un moment décisif? Il suffit de regarder ça. Pendant des années, on a rêvé d'avoir ce qu'on a appelé pendant longtemps la parité réseau, c'est-à-dire d'arriver à produire de l'électricité à un coût compétitif sans subvention. Et voici un exemple, et même ce transparent date un peu, c'est des appels d'offres de 2015 et 2016, et vous voyez qu'en fait, aujourd'hui, le photovoltaïque est compétitif dans de nombreuses régions du monde, avec des valeurs, si on regarde les coûts de production, autour de 20 dollars du mégawattheure. C'est quelque chose aujourd'hui qui explique la dynamique profonde du domaine. Et quand on regarde en Europe, en France, en Allemagne, on est à des valeurs qui sont autour de 50, 60 euros par mégawattheure. Donc, voilà le vrai point de bascule d'un photovoltaïque qui était à l'échelle de recherche essentiellement à un photovoltaïque massif. Alors, on parle des gigawatts installés, 2,3% de l'électricité consommée en France est d'origine photovoltaïque, il faut que ça se sache, c'était même pas dans l'épaisseur du trait il y a quelques années, donc on est en train de vivre une véritable mutation du système énergétique. Alors, on pourrait se poser la question, mais finalement, alors avant de poser la question, je vais quand même indiquer autre chose. Puisque c'est bien le système où on voit juste ce qui va se passer après. En fait, je trouve qu'il faut raisonner dans le cadre de systèmes qui évoluent en commun. Les évolutions ne vont pas se faire simplement le photovoltaïque tout seul, ou l'éolien, ou le stockage. En fait, on est dans un système où il y a des effets dominos. Et en début de domino, sur toute la chaîne énergétique, il y a le coût de l'électricité produite. À partir du moment où le photovoltaïque, l'éolien, les énergies renouvelables de façon générale deviennent compétitives, elles font basculer l'ensemble des chaînes. Et en fait, on part d'une première étape de photovoltaïque, on voit que ça va induire sur le réseau, le stockage, la chimie, la société, et enfin, et ça c'est un point clé, sur la question du climat. On pourrait se poser la question, finalement, quelle est la place de la R&D amont dans les années à venir? Peut-être que le job est fait, on a des cellules au silicium qui baissent, etc., et on nous pose la question, en tant que centre de recherche régulièrement, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à faire en recherche dans le domaine? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Ça fait penser à d'autres histoires en matière de brevets. Eh bien, finalement, la démonstration qu'il y a quelque chose à faire, elle est donnée dans de nombreux pays du monde, mais elle est donnée en France, alors on a parlé d'INES, mais elle est donnée aussi à travers les investissements d'avenir et les instituts pour la transition énergétique qui ont été mis en place à partir des années 2011-2012 et qui représentent aujourd'hui la concrétisation de l'effort, de l'importance d'avoir un effort de recherche, y compris dans l'amont du système. Et ce qui est intéressant, c'est voilà le nouveau quartier autour de l'école polytechnique, sur le plateau de Saclay. IPVF est en bas à droite. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un institut qui mêle des partenaires académiques, donc CNRS et l'école polytechnique,
mais également des industriels qui vont sur toute la chaîne de valeur, grands énergéticiens, Air Liquide, qui est plutôt provider de gaz, etc. Oriba, c'est la caractérisation, et Ribert, c'est un équipementier qui fait des équipements de fabrication de cellules solaires. Voilà le nouvel institut avec effectivement une vision en bas à droite, à gauche, excusez-moi, une vision de l'intérieur. C'est vraiment un centre de recherche où on travaille sur les technologies de pointe. Ici, c'est des technologies par coévaporation de cellules en couche mince. Alors, ce qui est important de voir aussi, c'est qu'on ne travaille pas chacun dans notre coin. Il faut désiloter d'une certaine mesure et il faut travailler en réseau. Alors, on a parlé avec l'INES, mais au niveau français, avec le CNRS, avec les partenaires universitaires et autres, il y a tout un réseau qui se met en place pour contribuer à l'effort national dans le domaine de la recherche amont sur le photovoltaïque. Je vous ai cité, et en fait, on fait un tour de France pratiquement, de Marseille jusqu'à Rennes, il y a Lille aujourd'hui, Strasbourg, etc., et sur la région parisienne. Alors, venons-en maintenant à pourquoi la recherche est importante. Et ça, c'est le point clé du message un petit peu. La courbe en rouge ici montre ce qui s'est passé depuis 1839 jusqu'à 2019. Elle montre le rendement des cellules records de laboratoire dans le cas du silicium. À gauche, c'est le rendement en par exemple 10%. Ça veut dire que si on a un panneau de 1 mètre carré, il fera 100 watts si on éclaire de 1000 watts. Eh bien, on voit une chose, on voit que la recherche des cellules de laboratoire n'ont pas du tout, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est fait d'accélération extrêmement brutale, suivi de moments de consolidation où certains peuvent dire, ça y est, on a atteint les limites. Et vous voyez, on avait atteint les limites d'abord, la première limite c'est à 0, donc ça ne fonctionne pas. Et puis on a en 55, et c'est pas par hasard, c'est la conquête spatiale. Donc c'est monté d'un seul coup, et ils ont pu mettre des cellules. Et on voit que ça sature, qu'il y a un plateau. Et ce plateau, on pourrait se dire, mais c'est fini. Et on voit qu'on pourrait se dire, on va s'arrêter avec cette technologie. En fait, non. En 75, boum, à nouveau une petite rupture. Et ça repart. Et on se rend compte que finalement, cette courbe fonctionne par sauts successifs qui sont exactement l'illustration de comment fonctionne la recherche. C'est une découverte qui peut être faite dans n'importe quel laboratoire, qui est issue de la créativité, de l'innovation, etc., qui ensuite est valorisée et comprise, et on a finalement quelque chose qui stabilise jusqu'à la prochaine. Donc on arrive aujourd'hui à 26,6%, c'est considérable. J'en profite pour dire qu'on approche même du rendement théorique du silicium au niveau théorique, qui est autour de 29%. Point important, cette recherche qui est en pilote, elle va induire, comme l'a bien dit Florence, des travaux sur les cellules industrielles. Ce n'est pas le tout de faire des petites cellules de haut rendement. On a prouvé que c'était fait. Il faut ensuite être capable d'aller sur des cellules industrielles qui vont, donc la recherche va tirer des records rendement sur les cellules industrielles. En 2019, les cellules industrielles records sont entre 19 et pratiquement 25%, un petit peu plus de 25%. Et ensuite, elles vont tirer les rendements des modules. Et regardez les modules, en dessous, c'est la courbe en vert, c'est la valeur moyenne des modules. Vous voyez que c'est quand même une sacrée progression. Même depuis 10 ans, on a l'impression, on l'oublie, mais on progresse, on a pratiquement gagné 30%, et donc on voit que les modules suivent. Par contre, ils n'ont plus ces effets de rupture, et là on est avec les temps longs dont parlait Florence, c'est qu'il y a une différence fondamentale. Les temps courts avec des chevaux légers, c'est plutôt de la recherche à long, et puis après, vous avez les temps longs où l'industrie ne va pas évoluer. Donc on retrouve ça avec en fait la tendance naturelle, qui est une fois qu'on arrive à la saturation, eh bien l'industrie rejoint les valeurs records avec des critères de coût, etc., etc. Voilà par exemple les structures de cellules. Je vous en fais passer une, c'est des nouvelles cellules. Alors on a parlé de HIT, il y a aussi des cellules à contact arrière. Il y a plein de choses qui se passent dans le domaine. C'est des cellules, voilà, là c'est un record japonais, 26,6. Vous voyez que ça n'a plus rien à voir avec la cellule classique. Vous voyez qu'il y a plein d'innovations qui se rapprochent de la microélectronique dans ce domaine-là. Alors je voudrais maintenant juste vous dire qu'il n'y a pas que le silicium. Et quand on regarde, non seulement la recherche ne s'est pas tarie, mais au contraire, on est dans une ébullition, une compétition internationale, un foisonnement de la recherche amont. Et ça, c'est une courbe qui tirait, c'est un peu les Jeux Olympiques du photovoltaïque, toute catégorie. On s'aperçoit qu'il y a plein de systèmes qui sont capables de faire de l'électricité du soleil. Le principe de la photosynthèse, c'est déjà ça. Donc vous voyez qu'en fait, il y a 23 catégories différentes. Et dans ces 23 catégories différentes, c'est une courbe qui est faite au National Renewable Energy Laboratory aux États-Unis. Ils compilent tous les records de laboratoire, et ce, depuis 30 ans. Et bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans les dernières périodes, regardez les courbes de croissance,
Et regardez à gauche ici, les rendements. La plus haute va jusqu'à 46% de rendement avec des multijonctions. La technologie silicium dont on vient de parler, qui est majoritaire, c'est les courbes en bleu, et vous voyez qu'Aneka, dont je vous ai parlé, autour de 26%. Que se passe-t-il avec les autres courbes? Chacune, finalement, joue dans sa catégorie. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des catégories qu'on appelle couches minces, et Florence en a parlé un petit peu. On va bientôt les mettre sur du silicium pour faire des cellules tandem. Eh bien, une technologie qui a explosé, peut-être en avez-vous entendu parler, les fameuses perovskites. Regardez, il y a 10 ans, on n'en parlait pas, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, il y a des efforts considérables qui sont faits. Donc, rester à côté de ces innovations, c'est passé, on ne prend pas le train pour demain. Donc, il faut être capable de travailler sur la technologie silicium, mais aussi travailler sur des émergences aux couches minces, donc perovskites. Ils sont 24% de rendement, alors il y a des questions de stabilité, effectivement, on est l'argent, et le CIGS, qui est une autre technologie couche mince sur laquelle on travaille, qui est aujourd'hui à 23,5. Mais ce n'est pas le tout. Regardez ces technologies cellules, elles offrent des perspectives qui sont très différentes. Elles n'ont pas les mêmes aspects, elles sont sur du plastique, etc. Donc voilà le type de cellules, et on a en France en particulier, je pense à Armor, je pense à un certain nombre aussi d'industriels, on est très bien placé également sur ce domaine. Alors je continue ce petit tour rapide pour aller chercher, je dis mais finalement qu'est-ce qui se passe quand on est en haut, tout là-haut? C'est des technologies très haut rendement qui sont des cellules à multijonction. Je vais en parler avec un record, 46% de rendement. Ça veut dire qu'il y en a sous le pied. Ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher la question de la bataille pour le rendement. Elle est très importante. Donc, point important, c'est aussi, si on arrive à le lire à une époque, Soitec. Et Soitec, je tiens à dire que c'est aussi l'alliance entre le CEA et l'ISA, c'est Fraunhofer. Et donc, c'est quand même intéressant de voir que c'était aussi un bel exemple de réussite franco-allemande. Et puis donc, juste pour vous donner l'esprit de ces... Pourquoi on va aller vers des multijonctions? C'est comme des filets à papillons. Finalement, un photon, il faut l'attraper avec la bonne taille de filet. Et plus le filet est adapté à l'énergie du photon, mieux c'est. En fait, on se rend compte que finalement, pour avoir le meilleur rendement, aller sur des trop rendements, il faut associer les jonctions. Et quand on met une seule jonction, par exemple au silicium, on est limité autour de 29%. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Quand on est avec 2, on peut monter à 45% de rendement. Avec 3, à plus de 50. Avec 4, à 55. Et donc, vous voyez qu'on a une feuille de route technologique qui est presque inscrite dans la chose. Alors, on en a tiré, avec les partenaires, une feuille de route qu'on a lancée lors de la COP21, qui est la feuille 30Cube. Alors, pour faire de l'anglais, c'est 30-30-30. Et cette feuille de route, elle a été faite à l'occasion de la COP21, elle a été initiée par l'IPBF, et elle est simple, elles disent, les rendements, c'est bien les rendements, mais s'ils coûtent très cher, ça ne nous sert à rien pour la transition énergétique. Si, ça sert, bien sûr, parce que c'est de la connaissance, mais quelque part, il faut pouvoir mettre un prix et il faut mettre une date. Et c'est pour ça que 30-30-30, du point de vue symbolique, il associe les recherches amont sur les rendements à une échéance de temps en disant d'ici jusqu'à 2030, et en attendant, il faut quand même travailler sur les cellules classiques, et à un prix de 30 centimes d'euros ou de dollars par watt. Et donc, voilà un petit peu cette feuille de route. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, cette initiative internationale a été soutenue, ça a été une démarche aussi d'association. Et ici, vous avez 11 grands représentants des grands instituts. Vous avez l'INES, vous avez le Fraunhofer, vous avez le PFL en Suisse, il y a les États-Unis, le Japon, la Hollande, la Belgique. Et donc, finalement, c'est une initiative qui a été prise à l'occasion de la COP21 autour du photovoltaïque dans sa phase la plus amont, la plus innovation. Donc je terminerai juste par vous donner une vision, la vision qu'on peut avoir de la R&D photovoltaïque pour demain. Eh bien, on sort un peu de la préhistoire. Qu'est-ce que c'était que la préhistoire? Chacun court dans sa catégorie et fait les Jeux Olympiques, chacun soit en longueur, soit en hauteur, etc., etc. Eh bien ça a donné des filières qui ont démixé. Mais la tendance, c'est que chacun a tendance à travailler dans son coin. À se dire, c'est mon matériau qui va être le meilleur, c'est ma filière. Eh bien ça, il faut abandonner cette vision-là. Et c'est ce qui s'est passé avec le fameux HIT. La technologie HIT, elle associe du silicium cristallin à du silicium amorphe. Donc on associe deux communautés qui signeraient. Et ça, c'est le pari aussi de l'IPVF. L'IPVF, c'est d'associer des gens qui viennent de cultures différentes, des chimistes, des physiciens, etc. Et donc, on voit une convergence, je dirais, avant 2020. Les rendements étaient inférieurs à 30% parce qu'on était surtout sur des monojonctions. Et après 2020, excusez-moi, c'est finalement un processus de convergence
où on espère cette fois-ci aller non seulement vers les 30% de rendement, mais vers aussi une multiplication des applications, des produits, etc. Voilà, donc pour donner aussi l'exemple d'initiative, c'est le Make Our Planet Great Again, qui a été lancé par le président Macron suite au retrait des États-Unis de l'accord sur le climat, où on a, dans le domaine des perovskis, eu le recrutement et un projet autour de Philippe Schulz, qui venait des États-Unis et qui était en Allemagne. Donc, en fait, sur un projet, cette fois-ci, dans les perovskites. Et puis, sinon, tout le développement qui va se faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut être présent sur aussi, là, je prends l'exemple de l'Alliance solaire internationale, mais c'est très important d'être présent. Voilà, donc l'importance de la conférence photovoltaïque, c'est pionnier. Et je voudrais surtout venir à la fin sur le fait qu'aujourd'hui, cette conférence va marquer une nouvelle étape vers le développement à grande échelle du photovoltaïque. Elle porte des nouvelles ambitions de la recherche à long pour l'accélération de la transition photovoltaïque. Et un peu comme un jingle, je dirais, est-ce que ça ne peut pas être un peu un COP21 du photovoltaïque? J'aime beaucoup cette expression. Je trouve que c'est important de donner une dimension, une impulsion. Et je terminerai par, souvenons-nous, en 2008. En 2008, il y avait une conférence qui était à Valence, qui est bien connue, évidemment. Et en fait, suite à finalement à l'association de lien avec la presse, avec les médias, on a fait, c'est pas 4 colonnes à la une, c'est 3 colonnes à la une, avec un très très beau dessin plantu. Et il faut voir qu'à l'époque, en 2008, on était encore dans le trait. Souvenez-vous, en 2008, il n'y avait pratiquement rien. Donc, où sera-t-on en 2030? Merci. Je propose de donner la parole à Philippe Clair, directeur général d'OCM Technologies. Vous allez nous parler du monolive. Oui, il y a un témoignage aussi qu'il y a des acteurs industriels sur la chaîne de la valeur, après les instituts de recherche. Voilà, il existe aussi un institut industriel. Non, c'est ça. Il y a des mots, Ah, Green c'est bon. Non, c'est juste qu'il y a des petits points qui se mettent. Ah là là. C'est assez discrétaire. En fait, voilà, voilà, c'est ça. Ça va aller mieux. Et voilà. Oui, on échange. Si vous pouvez mettre le microphone. Voilà, donc après ces belles communications de Florence et Daniel, le challenge est élevé pour passionner, pour rendre le discours aussi passionnant. Donc, moi, je représente la filière industrielle française qui existe au travers d'OCM, on est une société grenobloise, donc spécialisée au départ dans les fours industriels, dans tous les domaines d'activité, dès qu'on parle de haute température, d'atmosphère et de procédés. Donc on est présent avec différents noms de marques. Quelques mots sur la société. C'est une société familiale, qu'on appelle maintenant une ETI, avec une majeure partie de notre activité tournée vers l'export. Plus de 85% de notre chiffre d'affaires à l'export. On a eu une forte croissance ces dernières années. On est passé de 85 personnes en 2009 à 350 personnes maintenant. Et on est des pionniers aussi pour l'industrie photovoltaïque, puisque dès les années 80, on livrait les premiers fours de croissance de silicium à Photowatt. Une longue histoire dans le photovoltaïque. Une présence, nos sites de fabrication. Donc oui, tout à l'heure, il y a aussi un chiffre, c'est que nos produits sont fabriqués à 90% en France. Donc le site principal est à Grenoble, avec quelques autres sites de fabrication à Montpellier pour Selco ou certains en région parisienne. Et on a des implantations à proximité de nos clients, avec à chaque fois une vingtaine de personnes, du service après-vente et du commercial, notamment les fabricants automobiles, la Chicago ou à Pékin en Chine, là où on a la plupart de nos clients. On est donc tourné vers l'automobile et les équipements. On fabrique des fours de traitement thermique pour tout ce qui est pénurie, boîte de vitesse, transmission. On a développé des process, donc on a 40% dans l'automobile. On travaille beaucoup pour le photovoltaïque aussi, avec parfois ça va jusqu'à des lignes clés en main, c'est un chiffre d'affaires élevé. Et on est
céramiques. Et à chaque fois, on ne se contente pas de livrer des fours, mais on associe des process au four. Et c'est là qu'on a beaucoup de développement et d'efforts R&D, parce que pour pouvoir se positionner à l'export et avoir être compétitif, c'est pas simplement le four, mais c'est surtout le process et le développement qui va avec, qui font qu'on a ces succès. Bon, je vais passer sur les références, mais dans le photovoltaïque, avec cette présence depuis les années 80, on a de nombreuses références sur les grands acteurs. Et je vais plus particulièrement parler de CM Greentech, la filiale dédiée au photovoltaïque et énergie renouvelable. On est situé en amont donc, de la chaîne de valeur chez Greentech, on est plutôt vers les lingots de silicium avec des procédés particuliers pour fabriquer ces lingots. Et ces lingots sont découpés ultérieurement en plaquettes, qu'on appelle wafer dans le métier. On a repris la société Semco à Montpellier en 2016. Et Semco est plus spécialisé dans la fabrication d'équipements. On a transformé le wafer en cellules, avec des équipements sur les cellules. Et il nous arrive aussi de livrer des lignes clés en main sur les modules. Et tout ça, on le fait avec un partenariat de longue date avec le CEA et le CEA-INES en particulier. Tous ces procédés sont vraiment développés avec des contrats bilatéraux avec le CEA. Donc, juste pour reprendre sur la chaîne de la valeur, on intervient en amont sur la purification du silicium, de ségrégation. Le cœur du métier de Greentech, c'est ces fameux lingots dont on a commencé dans les années 80, on appelait ça la génération 1, génération 2, et on est arrivé à la génération 8 avec un procédé particulier sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et chez Semco, on participe à l'évolution de tous ces rendements et tous ces procédés. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec Daniel, l'évolution des rendements par le développement d'équipements qui vont faire développer des traitements de surface sur le wafer pour améliorer et aller vers ces rendements de plus de 20%. Donc, un exemple de cette innovation en partenariat avec le CEA, le marché des modules à base de silicium cristallin, on retrouve depuis l'origine, ça avait commencé avec des procédés proches du semi-conducteur, donc vous avez développé la technologie qui est basée sur le silicium monocristallin. Et notre intervention dans les années 80 avec notre premier client qui était Photowatt à l'époque, ça a été d'être contributeur et pionnier dans le développement du multicristallin. Alors, le mono étant très proche du semi-conducteur avec des performances très élevées, mais avec des coûts aussi importants. Et pour aller vers la réduction des coûts, c'est comme ça qu'on a développé le multi, et avec des procédés qui permettent des lingots de masse de plus en plus gros. Donc, c'est ce qui a contribué à la réduction du coût du photovoltaïque. Malheureusement, avec une petite, il y avait 7-10% relatif d'efficacité, de rendement de conversion en moins avec le multi. Le multi a quand même pris 60 à 70% du marché sur la planète. Il y a toujours cette compétition mono-multi. Les procédés cellules dont on a parlé tout à l'heure dans les différentes présentations avec le Jonction ou d'autres sont surtout basés sur le mono. Donc on retrouve une recrudescence, un intérêt accru pour le mono qui se développe. Et depuis donc plusieurs années, avec le CEA, on a développé un matériau intermédiaire qu'on a appelé mono-like, quasi-mono, casque mono aussi à l'étranger, où on a schématisé le procédé en bas de la slide. Là, on dépose au fond d'un creuset des germes monocristallins. Là, on voit l'opérateur en train de disposer ces germes dans le creuset à gauche. On fonde du silicium au-dessus, la charge de silicium au-dessus de ces germes qui restent solides, et on fait ce qu'on appelle une reprise sur germe, c'est-à-dire qu'on fait croître un énorme monocristal au-dessus de ces germes, et donc on arrive comme ça à avoir un lingot de plusieurs centaines de kilos qui est à 95% monocristallin. Donc on associe comme ça la haute efficacité du mono et la baisse de coût du multi. Et tout ça, ça a été fait donc avec de longs partenariats avec le CEA. C'est le résultat de longs travaux de R&D. On a commencé il y a une dizaine d'années avec ces partenariats au début de l'INES, en allant installer à l'INES notre premier four pilote de l'élaboration de lingots multicristallins
à l'époque de génération 6 avec des lingots de 650 kg. Ça s'est fait donc en partenariat avec le CEA et au travers des projets collaboratifs avec différentes structures qui existent proposées par le gouvernement français, des FOI, des AMI ADEME, ou par la BPI un PSPC sur les wafers monolight plus récemment. Et on a encore un AMI ADEME en cours, avec comme partenaire le CEA et EDF Photowatt. Et cette fois, on est en train de développer un four de génération 8, où on est passé de 650 kg à 1,5 tonne pour nos lingots monolight. Avec le premier four, la vue centrale en bas, c'est le premier four installé à Photowatt de génération 8. Donc ça, c'est vraiment le résultat de ce développement. On a une roadmap pour suivre l'effort. Donc aujourd'hui, on modifie pour mettre cette techno, on modifie des fours existants, qu'on a appelé des rétrofits G6. On propose de mettre notre techno, on est allé faire ça en partie chez Photowatt et aussi en Chine chez d'autres acteurs. On démarre tout juste la génération 8 avec des lingots de 1,2 tonne à 1,5 tonne et ça va se poursuivre dans le temps, toujours avec l'objectif de contribuer à la réduction du coût de photovoltaïque et en améliorant les performances. On ne peut pas arriver, même si on avait proposé un process qui était vraiment bien meilleur marché, mais s'il était un tout petit peu moins performant que ce qui existe tout de suite, ce n'est pas recevable. La tendance, c'est vraiment d'aller vers les hauts rendements. Et voilà Donc aujourd'hui, ce développement, cet exemple de la filière industrielle française, ça est déjà couronné qui est encore en cours de développement sur la génération 8. En fait, Photowatt est en train de transformer toute sa capacité de production avec cette technologie-là. Donc on est en train de modifier, rétrofiter tous leurs fours existants, une vingtaine de fours, et la suite, c'est d'installer des fours G8, on a installé le premier four. Donc ça nous donne une vitrine à l'international, que ça marche au niveau industriel. En tant que, tout à l'heure, on disait aussi, on est beaucoup tourné vers l'export, donc on a livré et vendu des équipements aux principaux acteurs chinois, taïwanais. On a livré récemment aussi un labo de R&D avec cette techno monolight au Qatar. Et on est très présent commercialement sur ces différents salons, sur PV7, pour générer, d'avoir de nouveaux contacts. Et on sait qu'il se passe beaucoup de choses en Inde, et pour l'instant, les Indiens sont très peu intégrés. Ils fabriquent des modules, voire bientôt des cellules. Mais la prochaine étape, ce sera des intégrés qui fabriquent des lingots. Donc ça nous ouvre de nombreux marchés. Et donc, à côté de ces technologies basées essentiellement sur les fours, les installations de traitement thermique, ça nous ouvre aussi des perspectives commerciales pour fournir des lignes clés en main. Donc on est autour de ces fours et avec des affaires amenées quelquefois au niveau politique, avec des consortiums français où le CEA était présent. On a livré une usine pilote de 60 MW par exemple en 2014-2015 au Kazakhstan. On était un consortium français, à l'époque Semenco était indépendant, donc on les a repris depuis. Il y avait le CEA qui était présent et on est allé installer cette ligne qui va de la croissance des lingots de silicium, et espère bientôt la purification du silicium, jusqu'au module. Et ça nous amène un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions d'euros, donc ça nous permet de changer de catégorie en tant que société industrielle. On a été aussi amené, parce qu'on avait ces expériences d'engineering, à aller dans un domaine d'activité qui n'était pas le nôtre au départ, mais de proposer, en faisant de l'achat-revente, de l'installation, transférer des process. On est allé installer une ligne de fabrication de modules au Maroc. Et puis, comme je le citais tout à l'heure, un labo au Qatar. Donc, c'est des sources. Donc ça, c'est pour expliquer que la France est présente au niveau industriel sur l'ensemble de la chaîne de valeur par ses équipementiers, et qu'on a bon espoir que ça continue. Et on est allé faire des modules et on est ouvert à toutes les technologies, c'est-à-dire qu'après le monolac, qui est une étape aujourd'hui, pourquoi pas, on sera contributeur
en Europe, si on retrouve des usines basées sur l'hétérojonction. C'était pour vous apporter ce témoignage de l'existence d'un secteur industriel aussi en France. Merci. Je propose qu'on accueille notre quatrième invité, donc c'est Alexandra Stomstedt de la société Akuo Energy. Et vous allez nous parler de photovoltaïque flottant. De la réalité. Et de Des tuiles. projets. Comme de tuiles. Et de tuiles solaires. Ah, merci. Ah, très bien. Merci. Bonjour à tous, merci. Je vais essayer de faire court pour vous permettre d'avoir encore du temps pour vos questions. Donc, Akuo Energy, c'est une société qui est française, qui existe depuis 10 ans et qui couvre tout type d'énergie. Donc, on ne fait pas que du solaire, mais on fait beaucoup de solaire. Ici, vous voyez nos implantations, donc c'est histoire de nous présenter, comme ça vous savez un peu qui nous sommes. On est un petit peu sur tous les continents. On fait tout sauf de la géothermie à ce stade, comme ça je suis précise dans ce que je vous dis. Et nous avons un pipe de 2 gigawatts de projets à travers le monde. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour nous d'être là aujourd'hui? C'est parce que Akuo Energy, c'est un acteur de territoire. Dans notre définition, dans notre objet social, on est un IPP, donc on fait des projets, mais nous, on aime à se définir comme un acteur de territoire. Et du coup, vous avez eu une longue explication par mes 3 collègues ce matin sur l'intérêt du lancement de cette conférence à Marseille en septembre, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là ce matin, qui vous ont expliqué la place de la France, la place de l'Europe, la recherche dans tout ça. Et nous, en fait, on est les premiers bénéficiaires de cette recherche et de tout ce qui se fait sur ce territoire français principalement. Pendant 10 ans, quand on parlait de photovoltaïque, on parlait de la Chine. On parlait de la concurrence, on parlait des mesures que la Commission européenne prenait contre le dumping chinois. On n'a parlé que de ça. Et ce matin, on vous parle de la France. Donc c'est quand même assez intéressant en termes géopolitiques. Et moi, j'ai envie de comparer ce qui va se passer à Marseille à ce que Jimmy Carter a fait en 1979 quand il a posé les premiers panneaux photovoltaïques sur le toit de la Maison Blanche. C'était un acte fort, c'était pour dire, bah voilà, pour l'indépendance énergétique, l'Amérique s'engage. Mais moi, je trouve que au stade où on en est aujourd'hui, on voit que la France et l'Europe s'engagent dans la réindustrialisation du photovoltaïque. Et ça, c'est le facteur qui est très très intéressant pour nous, parce que nous, en tant que développeurs de projets, évidemment, on est heureux d'avoir une réindustrialisation du secteur en France et en Europe, et de ne pas parler toujours que d'acteurs chinois. Et donc ça, c'est fondamental pour nous, parce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction qu'on se positionne comme des acteurs du territoire, parce qu'on n'est pas un acteur qui va installer des larges centrales photovoltaïques, qui va les revendre au bout de 3 ans et qui va partir. Nous, notre philosophie, c'est de dire qu'on vient, on reste et on ne vend pas. À partir du moment où on ne vend pas, on doit créer une relation avec le territoire. Et donc, on ne peut pas créer une relation avec le territoire si, à la base, on n'est pas dans une logique pleinement conscience de où viennent nos produits, comment est-ce qu'ils ont été développés, quel est leur impact environnemental. Sinon, on serait complètement en porte-à-faux. Et donc, c'est vraiment cette philosophie qui est intéressante pour nous, et c'est pour ça qu'on est très très heureux de contribuer à cette conférence, mais de s'engager plus avant avec le CEA pour porter ces technologies et pour les utiliser. Alors, comment est-ce qu'on les utilise? Et là, vous allez voir qu'on est vraiment dans le territoire. On utilise le photovoltaïque pour redonner la place aux agriculteurs. Alors, ça vous paraît bizarre que je vous parle d'agriculture alors qu'on parle de photovoltaïque, mais souvent, quand on fait des grandes centrales photovoltaïques, qu'est-ce qu'on fait? On prend le territoire aux agriculteurs. Et ça, c'est un réel problème, notamment là où le foncier est restreint. Sur les îles, notamment, on s'est rendu compte que ce n'est pas possible de simplement piquer le territoire aux agriculteurs. Donc, on a fait des combinaisons où on met
du photovoltaïque sur des serres, ou ici, comme vous le voyez en bas, au-dessus d'aquaculture, avec une obligation pour l'agriculteur avec lequel on travaille, c'est de passer au bio. Donc on est vraiment dans cette logique où on dit, on ne peut pas faire du renouvelable et vous demander de mettre des pesticides sur vos légumes ou sur vos poissons, c'est juste aberrant. Et donc de la même façon, pour nous, amener la technologie qui est développée dans nos instances françaises ou européennes, ça vient évidemment compléter le cycle de la logique d'un projet territorial. Donc ça, c'est un exemple concret, l'agri-énergie. Deuxième exemple, je les en ai mis deux ensemble. Vous avez ici à gauche le développement de solutions de stockage. Donc tout au bout de la photo, vous voyez des containers. Donc ce sont des choses qu'on livre. Et puis on les ouvre et sur des tracks, on tire les panneaux solaires. Donc ça, concrètement, vous reconnaissez tous le drapeau en haut à gauche qui est le drapeau de l'Indonésie. Et donc ça, on vient de le développer en Indonésie, mais on est en train de le développer en Afrique, on est en train de le développer un peu partout, parce que dans plein de pays, c'est plus facile d'amener des solutions containerisées que d'aller recréer tout le réseau. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus finançable, d'ailleurs, pour un nombre de grandes institutions financières de ce monde. Et donc là encore, si on augmente la rentabilité des cellules, autant vous dire qu'on augmente la rentabilité du projet, et donc on facilite le financement, et alors on facilite le développement de plus de projets. Plus on a un financement facilité, plus c'est facile pour nous d'en développer. À droite, vous avez une photo de la plus grande solaire flottante en Europe, qui se situe en France, à Piolinc, dans le Vaucluse, qui a une puissance de 17 MW. Et là encore, on est très content parce que c'est un projet de territoire, c'est un projet qui a d'ailleurs permis au maire de remporter la Marianne d'Or, ce qui était important pour cette commune. On va alimenter presque 5000 foyers grâce à cette énergie photovoltaïque. Et à côté, je vous parlais d'agri-énergie, on va mettre aussi en place de l'agri-énergie qui vont alimenter les cantines des écoles de la commune. Et donc là encore, pour nous, avoir une technologie issue d'un produit français ou d'un produit européen, mais c'est fondamental parce que ça nous permet de boucler la chaîne. Et puis la dernière chose, c'est les tuiles solaires. Donc vous connaissez tous les panneaux photovoltaïques qu'on met sur les toits. Objectivement, c'est super moche. Et donc les architectes du monde entier ont un vrai problème d'esthétisme avec les panneaux photovoltaïques. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une barrière à l'entrée du photovoltaïque sur les toits, et donc il a fallu créer un nouveau produit. Alors ce produit, il existait, c'était SunStyle, qu'il avait développé il y a 10 ans, mais par des contraintes techniques, on n'arrivait pas à le vendre parce qu'il n'était juste pas rentable. Tesla a essayé de faire des tuiles, ils se sont plantés dans leur modèle économique, et donc nous on a racheté SunStyle et on a repensé la tuile, qui d'ailleurs va être installée sur le pavillon de la France à l'Expo 2020 à Dubaï. Et donc là encore, on mène un travail avec les architectes de France, mais aussi avec les architectes européens. D'ailleurs, la semaine prochaine à Bruxelles, on lance l'Alliance européenne sur le BIPV. Et les tuiles sont le candidat idéal pour recevoir ces futures cellules à hétérojonction, parce que du coup, ça nous permet un upgrade considérable de la rentabilité du projet. Et donc, sur une surface restreinte, tout de suite, on produit beaucoup plus d'énergie. Donc, autant vous dire que c'est une évidence pour nous que de rechercher une efficacité plus grande. Donc voilà, pour vous dire que cette conférence qui aura lieu à Marseille, pour nous, c'est important parce que ça permet de récolter le meilleur de la recherche et de la mettre dans un processus d'industrialisation et de développement de projets au service des territoires, au service des agriculteurs, des citoyens. Et voilà, c'est notre travail tous les jours, et on est très content de voir que la filière française fait un rebond formidable,
Et ça va nous permettre de nous éloigner de ces 10 ans de couverture médiatique sur le photovoltaïque en Chine et de revenir sur une belle aventure européenne. Et on est très, très, très heureux d'être membre et partie à cette aventure. Voilà. Merci. Merci Alexandra. Merci à tous. Parole à la Alors, salle. Juste Non, quand même, oui. parce on n'a pas présenté Angela quand même, Oui. qui après le deuxième gobelet de café, vous se réveillez. C'est la régie. Je fais quand même la personne importante de cette conférence, donc si tu peux du coup dire quelques mots et te présenter. Oui. Voilà. Je m'appelle Angela Grassi et je suis partie du comité organisateur de la European Photovoltaic, la conférence européenne sur le photovoltaïque. Et c'est une conférence, comme les collègues ont déjà dit, une conférence qui a une base très forte et du lien entre la recherche et l'industrie. Elle a une base internationale et c'est une conférence qui est itinérante, qui a été créée par la Commission européenne et c'est pour ça qu'elle change de pays chaque année. Et nous venons dans un pays quand nous avons un lien avec le pays. Donc la conférence doit avoir un lien avec l'organisation nationale et avec un comité national. Et naturellement, nous sommes très heureux d'être à Marseille en septembre. Merci. Voilà, Angela. j'en profite aussi pour Oui. présenter les communicants qui sont là et qui sont des ressources back-office ou backup. Donc il y a Céline Coste là, pour l'INES, Coste, pardon, pour l'INES. Priscilla Daché, donc, qui est monologue au CNRS. Et puis Manon Colonna, qui est au service de presse du CEA. Et maintenant, nous sommes là pour répondre à vos questions. Ou vos commentaires. Oui. Est-ce qu'on a les mêmes efforts en Chine d'améliorer les rendements avec des technologies similaires? Je pense parce qu'en Chine, l'an dernier, il y a eu un grand coup de balai sur les produits, les panneaux solaires les moins efficaces. Et en corollaire, est-ce que ça vous a aidé, vous, dans le déploiement de votre technologie là-bas? Donc sur les améliorations de rendement, Sur les améliorations, oui, alors ce qui fait que, comme ils sont quand même vraiment sur la technologie actuelle qui est en train de fonctionner, c'est vrai qu'ils étaient quand même plutôt dans une problématique d'avoir à continuer à faire fonctionner les unités existantes par souci de rentabilité. Donc c'est pour ça qu'on va dire que bizarrement la Chine était peut-être un peu moins enclin à avoir un virage de nouvelles technologies. En revanche, et ça c'est vrai quel que soit le sujet, ils sont redoutables parce que de toute façon le solaire compte pour la Chine, donc ils sont en train de s'y mettre et on sent que des acteurs sont en train de se rapprocher. Et donc c'est pour ça qu'on a un petit caractère d'urgence sur le démarrage de la filière française et européenne, parce qu'on considère, donc fort des 10 années passées et même au-delà peut-être sur certaines technologies, qu'on a une vraie avance qui se mesure à l'échelle de quelques années. Et donc cette avance-là doit vraiment être utilisée à profit pour aller très très vite. Donc voilà d'un point de vue de l'innovation. Et puis on peut dire aussi Je sais que pas si... ouais, sur l'innovation, ils sont en fait on bénéficie des innovations générées en Europe en fait parce que au travers des instituts, des équipementiers, en fait ils sont pas contributeurs vers les rendements mais ils les utilisent, c'est-à-dire qu'ils font évoluer sans arrêt leur outil de production parce que les panneaux qui se vendent le mieux ce sont les panneaux les plus puissants. Et du coup, ils mettent en œuvre quand même les dernières technologies. Alors d'autant plus facilement quand il y a des adaptations de process. Là tout à l'heure dans les démarches, on a montré le passage de LBSF à PERC, où il suffit d'introduire quelques équipements comme on fabrique à Montpellier. Donc là, dans ces cas-là, on remplace quelques équipements et on fait évoluer. Et là, on va avoir une rupture, comme tu le présentais avec l'hétérojonction, où on peut repartir sur un capital nouveau. Et là, on aura notre place. Et aujourd'hui, toutes ces évolutions en Chine, c'est pas une question de coût de main-d'œuvre, c'est vraiment une question de facilité d'investissement, d'aller chercher des capitaux. Et c'est ça qui a fait l'essor chinois, c'est le fait d'avoir à profusion et à disponibilité des capitaux pour investir. Parce que tous les équipements sont hyper automatisés aujourd'hui. Même une usine chinoise produit des gigawatts avec quelques opérateurs seulement. Il faut mentionner la politique nationale chinoise
qui est de mettre en avant le Top Runner Programme. C'est fait partie des outils qu'on utilise aussi, c'est des appels d'offres innovation chez nous. Et donc chez eux, les centrales solaires mises en place auront des meilleurs tarifs si ils utilisent des modules à haut rendement. Donc c'est comme ça qu'ils facilitent l'intégration des nouvelles technologies à haut rendement chez eux. Donc ils utilisent pleinement ce genre d'outils. Ce qui est important de voir, c'est que il faut se construire aussi en relation avec eux. C'est-à-dire qu'on est sur une problématique qu'il faut rappeler. Il y a l'économique, mais elle est aussi écologique. Et la transition doit être mondiale. Et donc, de fait, aussi, avoir une vision où il faut être conscient de nos forces, de nos faiblesses, et de ne pas non plus hésiter, d'une certaine mesure, à travailler en ouverture sur certains domaines. Il s'est passé une chose étonnante en Chine, c'est que la Chine a quelque part sauvé des technologies qui étaient abandonnées parce que trop innovantes en Europe. Je prends l'exemple des couches minces, de couches minces fameuses CIGS et autres. Les Chinois ont fait leur marché. Ils ont racheté en 2010, 2011, 2012, 2013 pratiquement toutes les technologies, Alta Device, même sur les 3.5, ils ont acheté Solibro, ils ont acheté, etc. Et ils sont en train de les redémarrer, alors que c'est des technologies qui, pour la plupart, étaient des technologies à base européenne, en Allemagne en particulier, en Suède, en Suisse. Et donc, il faut voir que cette dynamique, et c'est à nous de tirer les leçons aussi, de travailler à être conscient des forces que nous avons et de les mener jusqu'au marché, et quelque part de voir qu'effectivement, la politique chinoise en matière d'investissement a permis d'aller aujourd'hui. Des technologies, par exemple, comme le CIGS, il y a eu récemment, sont aujourd'hui à hauteur de plusieurs gigawatts installés en Chine sur la base de technologies et souvent de joint venture avec des entreprises allemandes, par exemple, comme Mans, etc. Et ça, c'est important de voir, d'être confiant dans notre force et de la force de notre recherche. Et donc de l'associer le plus près possible avec nos industriels, faire un tissu de façon à pouvoir capitaliser et ne pas perdre ce bénéfice. Et ça, c'est très important, c'est le cas pour l'hétérojonction, mais c'est le cas pour les technologies, par exemple, organiques, dont on peut dire, oui, les Chinois investissent énormément dans la recherche sur les cellules organiques aujourd'hui. Alors qu'on a tendance à dire en France, par exemple, oui, ça ne fonctionne pas, ou c'est... Vous voyez, il faut être confiant sur notre capacité d'innovation, avant de même mettre des choses dans l'eau, il y a quelques années. Dire, vous avez du mérite, hein. Parce que moi j'ai entendu à une époque, comment mettre des panneaux solaires dans l'eau, mais on va s'électrocuter, en plus c'est salé, enfin bon, il y a une barrière un peu à... réglementaire en France, en Et puis même psychologiquement, les façades de colorées, maintenant qui commencent à venir, c'est des choses, il y a quelques années, on aurait dit non, ça doit être noir parce que le rendement doit être maximum. Mais c'est sûr qu'il y a un vrai enjeu de regarder. Alors, je pense que Daniel a raison de se dire qu'il ne faut surtout pas regarder le nombril. Et je pense que si on part à lancer un nouvel écosystème français-européen, il y aura peut-être une part sur certaines entrées de compétences chinoises si nécessaire. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est quand même avoir une stratégie qui puisse rester européenne, parce que c'était l'exemple que je donnais tout à l'heure pour Panasonic. On a quand même des problèmes, des accidents sur une partenaire étant judiciaire. Oui, je sais. Oui, tout à fait. Mais là où moi je vois, et ça c'est vrai pour tous les sujets d'industrialisation, on est dans le sujet de Gigafactory batterie. Là où on ne se bat pas avec les mêmes armes, c'est sur les investissements, l'aide directe qui peut être donnée aux entreprises et la façon dont ils vont avoir un marché captif pour faire un ramp-up. Un ramp-up, c'est compliqué à du coup lisser dans un business plan. Et c'est vrai que quand tout d'un coup 10 villes chinoises sont forcées à acheter tous les produits qui sortent de telle usine, c'est sûr que ça aide. Voilà. Donc c'est en ça où, parce que je pense qu'on a un certain nombre d'ingrédients. Alors après, on n'est pas là pour faire, parce que je suis quand même ne vous y trompez pas, une vraie pro-européenne, mais je pense qu'il faut quand même avoir une vraie lucidité pour se battre avec les mêmes armes, mais elles sont quand même plutôt sur les aides autour de l'entreprise. Et par ailleurs, on a quand même tous les ingrédients pour pouvoir être un bon compétiteur. Ouais. Et soyons pas naïfs. Ce qui est intéressant, c'est que vous aurez peut-être vu les annonces sur le comité de filière du président Macron, qu'il y a une prise de conscience politique en France du fait qu'il faut soutenir l'industrialisation du secteur photovoltaïque.
Et là, on est dans une phase où au niveau européen, voilà, la nouvelle commission va se mettre en place seulement en novembre. Donc finalement, cette conférence, elle tombe bien parce qu'elle va nous permettre d'influencer les nouveaux projets de la commission et de faire en sorte qu'on trouve au niveau européen le même soutien qu'ils ont mis sur les batteries dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Et avoir vraiment un projet d'industrialisation européenne. Et ça va être fondamental pour... c'est du même ordre. Un Airbus du panneau. Et bizarrement, je pense qu'on est plus proche de l'échelle de maturité que sur le sujet batterie, où là on est encore en train de définir quelles seront les chimies. Hein. Et enfin, si on se met l'ordre des priorités, enfin, aujourd'hui c'est comme ça qu'on se le dit à l'échelle du CEA, c'est il faut d'abord produire de l'énergie, donc le réacteur, permettez-moi que je suis au CEA, mais le réacteur quand même, ce qui va produire l'énergie c'est quand même le solaire. Ouais. Et ensuite, ça va entraîner des besoins en matière de stockage. Alors après, le stockage sert aussi la mobilité, mais quand même, se dire que massivement la France, l'Europe va être sur du solaire et que tout ça, on va absolument pas maîtriser, c'est quand même un vrai point. Vous avez évoqué la recyclabilité des panneaux solaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'évolution de ces questions-là ? Oui, alors elle est fondamentale en fait aujourd'hui. Alors déjà, il y a des acteurs qui sont prêts, alors ça se recycle quand même assez bien. Ah bon, oui, donc aujourd'hui, c'est essentiellement, on récupère notamment les parties vertes. Donc ça se recycle assez bien. Donc on fait, nous, un partenariat avec Veolia sur ces aspects-là. On a même prouvé que le fait d'utiliser des parties de silicium, alors soit de rebut de production, soit de la filière recyclage, on arrive à reconstituer un panneau solaire avec des bonnes performances. Donc aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui s'intègre bien dans les développements, même si côté innovation, on est quand même en train, on en discutait tout à l'heure, de remettre un gros coup d'accélérateur sur l'encadrement des analyses du cycle de vie. Ouais. Parce qu'il faut vraiment concevoir dès le départ le produit qui va encore plus facilement se démanteler, etc. etc. Les sujets d'hétérojonction, on a quand même un vrai challenge de diminuer le silicium. Aujourd'hui, on est passé de taille de silicium à... On est dans la centaine de microns et on va descendre en dessous. Vraiment, donc ça permet aussi de partir dans une logique d'économie de la matière dès le départ. Donc ça s'y prête quand même assez bien. Et donc c'est un vrai sujet et des acteurs comme Veolia se positionnent. Oui, il y a le PV cycle aussi au niveau européen, il y a vraiment une... Oui. Et c'est vrai que c'est une industrie qui quelque part est née dans une période où on se posait des questions de recyclage. C'est-à-dire qu'en fait, elle était à peine née qu'on disait comment on recycle les panneaux. Et donc, et avec aussi des débats qui sont qui vont au-delà de l'aspect purement scientifique. Parce que finalement, un panneau, on dit par exemple, on parle de mines urbaines maintenant pour un certain nombre de métaux rares, c'est tout simplement la récupération des écrans plats, etc. pour certains métaux. Et en fait, on est dans une logique où le photovoltaïque a déjà démarré dès sa naissance quelque part, avec des options de recyclage. Et il n'est pas plus compliqué, il est même souvent plus simple d'extraire ce qui reste de choses importantes à extraire de la part du panneau silicium que de reprendre le minerai à la base avec une tonne qui va être traitée. Donc en fait, il faut intégrer cette notion dès le début. Et l'autre chose aussi qui est très importante, je pense, c'est important de le rappeler, et en particulier dans le contexte français, c'est que vous avez sans doute parlé de la guerre des terres rares, etc. Et on associe souvent, on dit le photovoltaïque, finalement, il ne pourra pas se développer parce que il utilise des terres rares. Et parfois même, on dit que le silicium était rare. Donc on en arrive à des choses aberrantes. Et on a un rôle aussi important. On a un rôle important à dire non, le silicium, c'est le deuxième élément de la croûte terrestre. Et il faut le rappeler. Et quand on fait une cellule au silicium, on le dope avec du phosphore d'un côté et du bore de l'autre. C'est des éléments extrêmement abondants. Alors évidemment, il y a des composants où il faut gagner, par exemple sur la question de l'argent, pour les contacts, mais c'est pas, le moteur est là. C'est-à-dire que c'est pas des éléments clés du moteur. Et ça, c'est un point important dans la communication autour de cette conférence, d'essayer de changer aussi un peu une perception. On entend toujours le photovoltaïque, ceci, cela. Et ça, c'est important qu'on prenne aussi les éléments de communication pour donner sur des bases réelles, et votre question est importante sur les questions de recyclage. Plus on ira, plus il y aura du recyclage sur les panneaux. Et à ce titre, on peut mentionner, juste pour finir sur le recyclage, il y aura 2 visites techniques au cours de la conférence. Et il y aura une visite technique chez Veolia, donc au Rousset,
près de Marseille, et une autre visite technique justement à Piolinc, où on verra deux choses, la centrale flottante d'AQO et de l'agrivoltaïsme aussi, de l'agri-énergie. Voilà. Sur le recyclage, donc, on est impliqué dans des projets européens pour aller recycler même la poudre de silicium dans le sillage, parce qu'aujourd'hui, quand on découpe ces plaquettes, on a au moins un tiers, à presque la moitié du silicium qui part en poudre de sillage. Donc on travaille sur des projets européens pour aller vers ce recyclage. On a un peu de temps, il faut voir, parce que quand même, il faut rappeler que tous les modules maintenant sortent avec des garanties constructeurs de 25 ans, et qu'on commence tout juste à voir le développement du photovoltaïque, donc il n'y a pas des masses de modules à recycler non plus. Aujourd'hui, il n'y a pas de quoi lancer une usine de recyclage en Europe qui pourrait s'autofinancer. Donc on est à fond sur le sujet pour préparer, ça se prépare longtemps à l'avance, la recyclabilité. On met en place les filières, mais si je peux me permettre, en tant qu'acteur du renouvelable, je comprends votre question, mais elle est un peu agaçante. Parce que si tous les acteurs de l'énergie décarbonée, et j'emploie le mot à dessein, étaient organisés comme l'est la filière du photovoltaïque pour le recyclage, je pense que nos enfants nous en remercieraient. Et en l'occurrence, elle s'est organisée depuis le début. Tout est maîtrisé. Il faut juste attendre le moment où ça devra être recyclé, parce que ce n'est pas le cas. Pour une autre énergie que je m'abstiendrai de nommer, ce serait le moment et on n'a pas les ressources. Donc je trouverais ça plus pertinent que le monde en général, pas vous bien sûr, mais que le monde en général s'interroge là-dessus. Mais voilà, c'est mon petit cri de cœur. C'est quand même une question tout à fait légitime. Ah mais je dis pas qu'elle est pas légitime. C'est un des points sur lesquels, effectivement, parfois, les gens s'interrogent. C'est un cliché. Donc non, mais si vous lisez le bouquin de Guillaume Pitron, avec qui j'ai longuement discuté, il met en avant plein de choses sur les terres rares, sur le photovoltaïque. Et quand on lui dit, oui, mais alors, les terres rares dans le nucléaire, c'est quoi? Il dit, ah bah, c'est 10 000 fois plus. Ah bah oui, mais disons-le. Enfin, je veux dire, ça c'est intéressant d'avoir des vraies comparaisons, quoi. Et pour rester dans le renouvelable, là où on voit un sujet, et qui va être d'ailleurs bientôt sorti par le Comité national mines et matériaux, c'est quand même sur le sujet recyclage des batteries. Puisqu'en fait, et là on est en plus sur des temps beaucoup plus courts, parce qu'on a quand même un marché qui part. Et donc ça veut dire que dès 2023, on va être au tiers des besoins de capacité, en tout cas de ce qu'il faudra pour recycler juste le gisement actuel. Et là, il y a une vraie problématique. Donc, et là, avec tout un tas de sujets, y compris matériaux et terres rares. Pour resituer aussi, il faut voir que c'est une question qu'on ne se prend jamais pour un pare-brise de voiture, ou pour un haillon arrière de voiture, où il y a la même chose. Il y a le verre, le polymère, les conducteurs, un peu de plastique ou d'aluminium. Et cette question ne se pose jamais, ne serait-ce que pour une voiture. Mais pour autant, enfin, je pense que, et c'est ce qu'on souhaite accélérer, en tout cas dans notre R&D, c'est-à-dire, pour nous, je pense qu'il y aura cette notion qui va être très importante aussi dans les limites dans les nouvelles générations, mais pas que, parce que je pense que les quantités limitées d'éléments, d'atomes vont quand même nous rattraper. C'est quand même toujours l'idée que notre planète, elle vit un peu à crédit. Donc c'est pour ça qu'on a délibérément lancé dans nos innovations un vrai sujet d'ACV. Et je pense que assez vite, parce que vous voyez, toutes nos feuilles de route, c'est plus de watts. Voilà, d'analyse du cycle de vie, pardon, merci. Vous voyez, elles sont toujours plus de rendement, des coûts. Mais je pense que cette notion de matériaux, elle est très insidieuse, et assez vite, on va avoir une notion de roadmap bis qui va permettre aussi peut-être d'être un peu moins performante, tout à des coûts acceptables, mais qui va quand même plus payer sa place d'un point de vue quantité de matière. Donc ça va mettre un peu de temps, parce qu'il ne faut pas tout confondre. Là, on se parle vraiment plutôt d'un vrai réveil industriel. Quand on fait ça, il faut que l'industrie, d'abord, elle soit compétitive avec les technologies qui vont se déployer. Et je pense que c'est le premier sujet. Et c'est le rôle des acteurs de R&D de commencer à projeter quelles seront les questions assez vite pour justement pouvoir les traduire dans des feuilles de route, peut-être bis, mais qui permettront de répondre aussi, enfin non seulement perf, mais économie de matière. D'accord. Quant au nucléaire, c'est dire quand même qu'on ne s'occupe pas des questions de recyclage et d'analyse de cycle de vie. Mais justement, ce que l'on Il y a beaucoup à faire. Non, il y a beaucoup à faire, mais... Et surtout, je pense qu'un des points qu'on sera amené d'échanger, c'est que ces sujets-là,
parce que justement le cycle du combustible a quand même été un des gros sujets de développement, et que justement tous ces sujets-là, on souhaite les encadrer de la même façon sur le renouvelable, et on va faire en sorte de s'appuyer sur les compétences de notre maison là-dessus. Mais on s'en reparlera. Vous avez bien fait de poser la question. Oui, comme c'est une question. Alors, la promesse, c'était qu'on finisse à 11h, mais si vous avez encore des questions, il y a peut-être des gens très pressés. Une dernière question, parce que c'est bien précis. Aujourd'hui, il n'y a qu'une usine à Catane qui produit des cellules en hétérojonction de 150 MW, c'est bien ça? En Europe, oui. En Europe, oui. Ensuite, vous avez Panasonic. Ouais. Au Japon, vous avez ce que lance Monsieur Munsk, qui est aussi une technologie Panasonic dans l'État de New York. Et vous avez aussi, j'oublie toujours les acronymes, donc un autre asiatique qui se lance sur la question. REC donc, à Singapour. Voilà, REC à Singapour, merci. Et idéalement, on n'est pas beaucoup. Et c'est 600 mégawatts. 600 mégawatts. On est dans l'échelle, c'est 200 mégawatts à Catane. Voilà. Et idéalement, en 2030, dans 10 ans, l'objectif, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Moi, je pense qu'on peut imaginer, 2,3%. je vais vous le faire plutôt à l'envers, parce que les paris, il faut toujours se les décomposer. Je pense qu'on peut très bien se dire de faire un parallèle de l'usine de Catane, de le faire quand même assez vite, hein, surtout que si vous voyez les coûts de production, en fait, finalement, aujourd'hui, on est dans des coûts alentours de 50 millions d'euros pour un sujet de 200 MW, donc première marche, et puis de viser assez vite une gigafactory qui se permettrait d'avoir, alors après il faut voir hein, l'affaire à l'échelle française, européenne, enfin ça fait partie des sujets, mais je pense qu'un premier step autour du gigawatt serait quand même important, d'autant qu'il permettrait quand même, si on repart par rapport aux besoins de marché, de répondre quand même presque à 25% du plan solaire français. Et je pense que ça serait bien. Donc on pourrait quand même commencer à avoir un cercle vertueux avec donc un bon quart plutôt que continuer à déstabiliser notre balance commerciale, c'est-à-dire un bon quart qui permettrait à la fois de répondre aux besoins qui de toute façon vont se faire et qui permettrait d'avoir une unité significative. Ensuite, le Gigafactory est assez emblématique parce que quand vous augmentez, vous partez sur cette base de Gigafactory et vous pouvez donc en faire 4, en faire 10, etc. Donc c'est vraiment le pas significatif pour être un grand dans l'énergie. Donc c'est pour ça. Et ça peut se faire. Aujourd'hui, les technologies sont prêtes, comme je vous le disais, sur les premières versions. Si on appuyait sur le bouton, il faut 2 ans pour avoir une usine. Voilà. Donc c'est pas compliqué, c'est-à-dire y compris le bâtiment. Et niveau investissement? Alors je le disais pour du coup le sujet 200 MW, pour le gigawatt, on est plutôt aux alentours de 200 millions d'euros. Donc ce qui est à la fois beaucoup, à la fois pas tant que ça, dû à d'autres filières complètement. Ça a baissé. Et en tout cas, ce qui je pense aussi fait basculer, c'est qu'aujourd'hui, c'est même presque à la portée d'achat de financement privé. Ouais. Donc voilà. Que je comprenne bien, parce qu'il y avait le nom d'un autre industriel. Ce sont des Suisses. Meilleur tout à fait. Par rapport à vous faites des fours et eux, c'est quoi? Donc ils sont sur 2 équipements. L'hétérojonction est vraiment fondée sur 2 équipements clés. Donc ça a été une partie de l'aventure, sachant que l'intérêt, enfin ECM est à la fois intégrateur de ligne complète, donc parce que du coup c'est pas que ces 2 équipements, hein, donc il y a l'apanage de ECM. Et à la fois ECM est positionné sur tout l'aval, notamment jusqu'au lingot. Voilà, donc c'est complémentaire. Et de toute façon, il y aura une équipe européenne des équipementiers. Oui, on ne le voit pas comme une menace. Exactement, en fait, au contraire. On considère qu'on sera acteur et partie prenante, c'est-à-dire qu'on est prêt dessus. à intervenir. Même si les Suisses, il est quand même un peu européen. Non, mais ils font quoi? Les machines-outils qui font les cadres, les machines de dépôt. C'est ça, je voulais savoir qui ressemblent à des machines de semi-conducteurs. Exactement. À faire des différents dépôts et des traitements sur ces. C'est des dépôts plasma, en fait. C'est les techno-couches minces, en fait. On voit, c'est un bon exemple de convergence dont on a parlé, le fait de technologie. C'est-à-dire que les technologies couches minces utilisées pour les écrans plats commencent à être utilisées, ou sont utilisées pour les nouvelles générations de cellules solaires. Donc les deux mondes se rapprochent. Quand on parle de perovskite tout à l'heure, c'est encore un monde complètement différent. C'est un monde de l'imprimerie et de la chimie.
c'est des cellules en couche mince faites par des techniques d'imprimerie. Et donc on est vraiment sur des personne n'aurait imaginé qu'on allait aller vers le futur en associant des domaines qui s'ignoraient pratiquement complètement. Et c'est le plus bel exemple, c'est l'hétérojonction, où on a commencé à mettre du silicium amorphe, qui est la techno de tous les calculettes, de l'électronique. On a commencé à mettre du silicium amorphe pour passiver, comme on dit, les défauts de la surface du silicium cristallin. Et donc, c'est comme si, finalement, le petit frère et le grand frère, et donc on est dans une situation où je crois que cette fertilité à tous les niveaux des convergences et des associations, il y a énormément de choses et ça va au-delà. Ça va aujourd'hui sur ce qu'on appelle les solar to fuels, c'est-à-dire que le photovoltaïque aujourd'hui, on raisonne beaucoup dans le secteur de l'électricité, mais une bonne partie de la décarbonation, tu en as parlé un peu, elle doit se faire sur comment on fait pour les transports et autres. Et aujourd'hui, il y a une filière qui se développe qui est de convertir, d'utiliser l'électricité solaire ou renouvelable pour refabriquer de la chimie. Donc c'est electricity to chemistry d'une certaine mesure. Et là, on rentre dans des domaines où on va directement impacter les bilans carbone dans des compartiments. En fait, on va plus être simplement dans les 25% de l'électricité. C'est pas figé à jamais. Il faut aller vers les fossiles. Il faut aller vers et ça, il y a de nouveaux, par exemple tout ce qui est photocatalyse, toutes ces choses-là, c'est des choses qui se développent aujourd'hui de façon très rapide. Et du coup, pour finir de répondre à votre question sur le volet équipement, donc c'est aussi le pourquoi du CEVA dans tout ça. Donc même si assez vite, il y a quand même eu des développements sur les énergies renouvelables, le fait d'aller aussi vite sur l'hétérojonction, c'est que vous avez sur Grenoble le pôle microélectronique, avec le cousin du LETEN qui s'appelle le LETI, et qui a vraiment servi de greffe à tous ces développements. Donc c'est pour ça que, vous voyez, on n'était pas beaucoup sur la planète à conjuguer des sujets énergie, des sujets solaires et des sujets microélectroniques. Donc c'est un vrai atout. Donc c'est pour ça, d'où vraiment ce temps long sur l'hétérojonction. Et qui maintenant se retrouve, parce que ce n'est pas que nous qui le disons, avec toutes les feuilles de route internationales, maintenant le profil comme étant la techno d'avenir. L'ETI qui fait bénéficier son savoir-faire en microélectronique. Exactement, et qui nous a aidé. La salle blanche que vous avez vue, en fait, donc au départ, c'est vraiment mes collègues de la microélec qui nous ont aidés. Voilà, et qu'on ira visiter, je le dis pour les journalistes qui seraient intéressés, le 26 juin prochain sur une thématique autre, c'est cette fois le savoir-faire silicium, mais pour l'intelligence artificielle. J'en profite pour le prochain rendez-vous. Oui. Allez, encore une remarque ou une question Non, rien de plus pour l'instant. On va vous envoyer, on vous renverra de nouveau le petit dossier et puis les documents d'Angela pour vous permettre la conférence internationale. Voir le programme. Oui. Merci à tous en tout cas. Merci.